www.zaetv.com, vous êtes sur le débat en direct depuis le Bénin. Le processus de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 vient de prendre un tournant décisif. Et ceci à quelques jours du premier anniversaire de la prise de pouvoir du président Patrice Talon. Les députés ce mardi ont rejeté la recevabilité de l'examen du projet de révision de la Constitution. Au terme du vote, 60 députés ont voté pour, 22 contre et une abstention. Avec à la clé beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Quelle sera la suite? Le peuple et ceux qui ont voté contre doivent-ils jubiler? Pour faire le débat, nous recevons Maître Abraham Zizinokwe, avocat, homme de droit, ancien membre de la Cour suprême, ministre. Monsieur Zizinokwe, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, comment allez-vous? La présentation est complète? Oh, ça peut aller. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et il revient une fois encore sur cette émission avec beaucoup de plaisir, je présume. Professeur Kofi Hilaire-Dia, bonjour. Plaisir partagé. Vous allez bien? Je vais très bien. Chers invités, bienvenue donc à vous. 62 voix pour, 22 contre et une abstention. Soulagement des uns, déception des autres. Est-ce un scénario bien écrit, monsieur Zizinokwe? En matière de vote, on ne peut jamais préjuger de ce qui pourrait advenir. Le vote, c'est un phénomène sacré, mythique. Même quand vous êtes apparemment sûr, vous voyez les sondages en Europe, aux États-Unis, ce n'est que la fin du vote que vous avez la réalité des faits. Je crois que c'est ce à quoi nous avons assisté. Mais comme je le disais sur un des plateaux de vos confrères, je crois que c'est Soleil FM, si ma mémoire est bonne, j'ai l'habitude de dire en tant que praticien que vous pouvez avoir raison sur le fond et perdre votre dossier parce que sur la forme, sur la procédure, ça n'a pas marché. Je crois que ce que j'ai dit se confirme encore à ce niveau. Donc, la question de la procédure demeure entière. Elle demeure entière jusqu'à maintenant. Et mon petit regret, c'est qu'on ne soit pas allé un peu plus loin que cette étape-là. Parce que là, c'est les politiques qui ont tranché. À la procédure d'urgence, ils ont dit non. À la procédure normale, c'est la procédure normale qui a été suivie, ils ont dit non. Quand bien même on aurait passé cette étape, et c'est ça que j'aurais souhaité, que la juridiction constitutionnelle puisse nous situer, parce que... Nous éclairer. Nous éclairer, parce que le problème demeure. Quelle est la procédure spéciale de révision? Parce que mon inquiétude sur Soleil FM, c'était de savoir, est-ce que le projet de loi de révision n'est pas un package à prendre ou à laisser? Mais quand le chef de l'État a dit mon test est perfectible, les députés ont dit pas de procédure d'urgence, ça a ouvert la voie à ce que nous avons suivi, à la possibilité d'amendement. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que même si les 3/4 étaient réunis pour passer cette étape, pour aller en commission, pour aller amender, faire tout ça, est-ce que c'est faisable dans le cas de la révision de la Constitution? Est-ce que les amendements, parce que la procédure normale, c'est clair, l'Assemblée a droit d'amender, mais en procédure de révision, est-ce que c'est possible? Seule la Cour constitutionnelle aurait pu nous situer, parce que la question demeure, la question demeure, la question demeure. La question demeure, est-ce que vous avez eu des regrets aussi? Non, mais avant toute chose, je tiens à l'honneur choix de débattre ce matin avec l'éminent Maître Zizinokwe, une tête pensante du pays, des valeurs avec lesquelles il faut compter et qu'on a admiré pendant longtemps. Donc ce jour est heureux forcément pour moi. Et il ne faut pas nous prendre pour des chenilles, mais on s'attendait un peu à cela, dans la mesure où, comme le dit Maître, est-ce qu'il était question de réviser? Tout porte à croire qu'ils étaient en train de réécrire la Constitution. Et j'irai jusqu'à dire qu'en Vous parlez du fond. Je parle du fond. Et j'irai jusqu'à dire qu'en réalité, comme je l'ai dit la dernière fois,
à l'Assemblée, on n'a qu'une poignée de députés. Pour moi, tout le reste là, c'est des députants. Parce que malgré, non, on va pas les insulter. Malgré les tractations financières, malgré les reptilisations nocturnes, malgré les intrigues de couloir, vous avez assisté à ça? La voix du peuple s'est imposée. Certains sont allés dire au peuple ce qu'ils ont voulu laisser entendre comme message. Le peuple a répliqué à travers 3 députés à qui il faut accorder une satisfaction louable. Némé Dame Rosine Soglo, le député Ahossi et le député Guy Mitopé. Lorsque on choisit de motu proprio, c'est-à-dire de plein gré, d'être député, on porte la voix du peuple. Et ce que l'on fait, ce que l'on dit est en phase avec la volonté du peuple. La priorité, c'est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage. Et lorsque vous avez, en un an, détruit le tissu économique, la paix sociale, tournez dos aux alliances qui vous ont porté. Attendez, aux alliances qui vous ont porté. On viendra au bilan. Aux alliances qui vous ont porté. Lorsque vous avez empêché les uns et les autres de vivre du quotidien, il va de ce que certains députés qui sont plus en contact, qui ont un contact plus franc avec le peuple, ne puissent pas accepter cette révision. Le nombre d'articles que l'on veut toucher atteste déjà de ce que on n'est pas en train de réviser, mais on est en train de réécrire. Oui, professeur Dia, pensez-vous qu'avec ce vote-là aujourd'hui, on peut dire que la confiance est rétablie entre les élus du peuple et les populations béninoises? La confiance n'est pas rétablie. Dans la mesure où je vous dis que on a 60 députés étrangers et on a 22 députés béninois. Non, mais vous n'allez pas jusqu'à là. Ça veut dire que le peuple... Les 83 députés sont tous à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire des étrangers, les 60 là. Non. Sinon, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent autoriser l'examen d'un projet de révision que moi je qualifie de chaotique. Mais pourquoi ne pas avoir donné l'opportunité de suivre la procédure et apporter des amendements? C'était possible. On ne peut pas donner l'opportunité de poursuivre la procédure parce que certaines dispositions installent une autocratie. Certaines dispositions font l'apologie de l'impunité. C'est ça qui fâche. Or, nous sommes dans un état de droit. Vous voyez, le peuple vient de balayer d'un revers de main une plutocratie en gestation. Carrément. Et c'est ce que nous devons constater et féliciter ceux qui veulent jouer à fond leur rôle de député. Pendant que votre collègue, professeur Dia, jubile, je ne sais pas si vous jubilez également, professeur Maître Zizido, oui, je voudrais savoir, est-ce que la confiance est désormais rétablie? Non, je vous ai dit... Est-ce que vous pensez également que c'est une plutocratie qui voulait être installée? Non, je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Vous savez, j'ai été député par 2 fois. J'ai été à la première législature, à la 4e. Je vais poser cette question. Il y a eu des reptilisations. Comment vous avez dit déjà? Des reptilisations nocturnes. Des intrigues de couloir. À la 4e législature. Mais malheureusement ou heureusement, moi, je n'ai jamais eu la chance d'en bénéficier. Ou le malheur d'en bénéficier. Pourtant, j'y ai été 2 fois. J'en entendais parler, mais personnellement, j'en ai jamais vu. Donc, c'est pour ça que sur ce terrain, il vaut mieux ne pas être péremptoire, ne peut pas être catégorique. Non, moi, ce que je dis... Parlant de confiance rétablie. Non, de toute façon, parmi ceux qui voulaient le rejet, il y avait plusieurs catégories. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est bon de décrypter les votes, de savoir... vous savez, quand on veut aller à un référendum ou à une révision, le moment compte. Oui. Le moment compte. Le moment compte parce que quand vous voulez interroger le peuple, ou vous voulez poser un acte de cette nature, le moment compte. Le président Talon a eu l'état de grâce. Et je me rappelle, quand il parlait de consultation populaire, certains s'entendent. On se dit, ah non, on ne peut pas, il a peur des députés. Il faut aller vers les députés. Il va vers les députés, ah non, non. Vous voyez, donc ceux qui disent, il y a plusieurs catégories. Moi, mon problème,
une fois encore, c'est la question de procédure. À quel niveau il faut réaliser le consensus national? Et puisque vous parlez de consensus, j'ai entendu un député dire que quand il y a vote, c'est qu'il ne peut plus avoir consensus. Et donc, de quel consensus on parle? Voilà. On a eu à parler de consensus institutionnel pour le cas du rejet, pour la prorogation du mandat des députés. Mais le consensus, dans ce cas, où est-ce qu'il faut l'obtenir? C'est ça que je vous disais. Est-ce qu'on peut obtenir tel consensus au niveau de l'Assemblée? Je suis en train de penser que non. C'est en amont, comme j'ai eu à le dire, parce que le consensus, ce n'est pas l'unanimité, j'ai eu à le dire, ce n'est pas l'unanimité, c'est bien en amont. Quand en amont, ce n'est pas obtenu, ce sera difficile de l'obtenir à ce niveau, c'est-à-dire dans la démarche. La procédure, même la démarche, c'est-à-dire les consultations. Moi, je crois que c'est à ce niveau. J'ai dit au moment où la commission a déposé son rapport, le temps que ça a pris, après une première délibération du Conseil des ministres, peut-être que là, des options auraient été prises et un débat autour de ça, interroger les uns les autres, les institutions qui sont concernées, etc. Recueillir un certain nombre, n'est-ce pas? Ce qu'on est en train de vouloir faire maintenant, c'est tard. C'est pour ça que je dis que c'est en amont qu'il aurait fallu rechercher ce consensus. Avec la composition de la commission, j'ai dit qu'il y avait le souci de rechercher un début de consensus. Quand on voit la composition faite de techniciens et de politiques, de toute obédience, que ce soit FCBE, PCB et les autres, il y avait un souci de recherche de consensus. Mais la suite n'a pas révélé cette continuation de recherche de consensus. Parce que je suis en train de comprendre, si vous avez suivi notre débat à la Fondation Friedrich Ebert, il y a plusieurs thèses. Certains pensent qu'il faut retourner, paralyse des formes, il faut retourner à une conférence nationale. Bien sûr. D'autres pensent qu'il faut une assemblée constituante, etc. Donc chacun a sa conception de consensus. Donc sur ça, on ne tombera jamais d'accord. Tout dépend de l'initiateur, soit du projet de révision, soit de la proposition de révision. À quel niveau il faut réaliser ce consensus-là. Et puis, comme l'a dit mon jeune collègue, pour une révision de cette nature, je disais sur un plateau de vos collègues la dernière fois qu'il y a plusieurs types de révisions. Révision de nature technique. Sur ça, le consensus peut être vite obtenu. Si on veut vraiment, vous m'excusez l'expression, de dévierger la belle dame, cette concession, c'est avec des mains douces qu'il faut, les choses sur lesquelles il n'y a pas de débat. Je crois que on peut les faire passer au niveau des 4/5 de l'Assemblée. Tout le monde est d'avis sur la Cour des comptes. Tout le monde est d'avis que... sur le financement des partis politiques, l'introduction de la chefferie traditionnelle est revenue dans les débats hier. On a trouvé que ça touchait à la laïcité de l'État. Disons que ma conception personnelle, au sein du Conseil économique et social, cette chefferie peut trouver place. 2 ou 3 élus parmi eux qui siègent comme les syndicats, comme les... Oui, mais désormais ici... Non, ça c'est pour l'instant, il faut prendre acte de ce qui s'est passé et revoir les choses. Voilà, bien calmement, revoir comment ça peut reprendre, de quelle manière. Donc, il y a des choses pour lesquelles le consensus peut être rapidement obtenu, qui peuvent passer comme réforme technique, sans grand débat, et des choses pour lesquelles, dès qu'il y a débat, l'idéal, c'est d'obtenir un consensus d'abord avant d'aller à l'Assemblée, et les choses devraient pouvoir bien se passer. Le gouvernement a 3 mois pour revenir sur la question, réintroduire le dossier, l'amender, revoir ce qu'il y a de revoir. Professeur Dia, est-ce que vous pensez que le gouvernement va rebondir? Le gouvernement va rebondir. Parce que et cette fois-ci, qu'est-ce que vous attendez comme procédure à adopter? Réviser la Constitution pour le gouvernement Talon, c'est donner la preuve qu'on a gagné les élections. Et ils seront obligés de réécrire les textes. Et
de le soumettre. Vous optez pour une réécriture. De le soumettre à nouveau aux députés, mais ils doivent tenir compte des appréhensions des uns et des autres, soustraire ce qui n'a pas reçu l'approbation du peuple pour que cela puisse se passer comme une lettre à la poste. Parce que, comme il a dit, aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas retourner à une conférence nationale, il faut une assemblée constituante. Parce que quand vous regardez les composantes... Ah non, moi je ne suis pas pour une assemblée constituante. Hein. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai dit, oui, si on ne peut pas aller à une nouvelle conférence de force vive, il vaut mieux aller au moins à une assemblée constituante. Parce que quand vous regardez les composantes de la commission Djobénou, la qualité des hommes qui y étaient, je ne suis pas sûr que le projet, le rapport qui a été lu et remis au président de la République, je ne suis pas sûr que c'est ce rapport-là qui est devenu un projet qui a été non, ça ne pouvait même pas l'être. Ça devrait l'être. Oui, mais c'était un avis consultatif. Les données publiques. Pourquoi on gaspille les données publiques? Non, ce n'est qu'un avis. Oui, c'est une commission d'avis. On ne peut pas faire le reproche. Vous avez vu, c'est-à-dire ce qu'on peut dire. Puisque l'on n'a pas pris au sérieux ces avis entre griffes positifs, ces avis entre griffes positifs, et que les uns et les autres se sont taillés, tel un agrégé, tel un docteur, comme vous le dites, pour nous écrire un test à la va-vite alors que l'on est de souche privatiste. Vous avez vu là où ça a fini. Ça a fini. C'est une gifle qui doit faire réfléchir le gouvernement Talon. C'est un échec. Il ne faut pas personnaliser le débat. Non, je ne personnalise pas le débat. C'est le président de la République, M. Talon. Je suis obligé de faire recours parce que c'est son œuvre. Mais c'est son gouvernement. Il nous l'a promis pendant la période électorale. Et il a dit que c'est son projet de société. Seulement ce qu'il a oublié, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est l'exécution du programme d'action du gouvernement. La priorité, c'est la fin. La priorité, c'est le chômage. Ce n'est pas une priorité. On peut réviser à toute hauteur de la procédure, surtout lorsqu'on a 5 ans. On peut réviser en faisant appel aux forces vives de la nation, à des hommes de qualité. Nous ne sommes pas dans un désert de compétences, mais nous sommes dans un océan de compétences. Pourquoi quand moi je prends la parole, tu veux toujours me couper? Non, je ne veux pas bonne à dire, mais certaines vérités sont utiles à dire. D'accord. Nous ne sommes pas au Bénin, je refuse. Mon pays, quartier latin d'hier, nous ne sommes pas dans un désert de compétences. Nous sommes dans un océan de compétences. Et l'homme que j'ai en face de moi est une compétence que personne ne peut nier. Donc arrêtons de dire des choses. Ça c'est une vérité qui fâche. Oui, mais il faut avancer maintenant. On dit que mon pays, dans mon pays, il n'y a que des déserts de compétences. On est déjà revenu là-dessus il y a longtemps. Donc, comme l'a dit. Comment on fait aujourd'hui? Oui, il faudra bien qu'un jour on révise notre constitution. Ça c'est clair. Nous sommes tous d'accord pour la révision. Je n'ai pas vu un seul Béninois lever du doigt pour s'opposer à la révision. Mais c'est la manière que tout le monde est en train de déplorer. La manière que tout le monde est en train de déplorer. Pendant le débat général, le maître Zizoré, il y a eu des soupçons de corruption, d'achat de conscience, d'achat de vote. Il y a tellement eu de déclarations qu'à un moment donné, on a pensé qu'on ne parlait plus du projet de révision de la Constitution. Oui, ça c'est quotidien. Je vous ai dit qu'en matière politique... C'était le cas au moment où vous avez siégé à l'Assemblée? Non. Je vous ai dit, moi j'ai siégé par devoir. J'ai reçu un franc de personne. Est-ce que c'est la qualité des hommes qui amène à ça? Non, bon, vous savez, c'est-à-dire l'argent et la politique. C'est un mariage incestueux? Non, c'est pas incestueux. Vous ne pouvez pas faire la politique sans argent. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. C'est la manière, c'est la provenance, c'est la transparence. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France, la campagne électorale. Il n'y a pas, parce que si on ne sait pas aborder la question d'argent en politique, on va donner l'impression aux citoyens que l'argent n'a rien à faire. C'est pas vrai. Mais on est d'accord, on a besoin d'argent en politique. Mais je dis tout ce qu'on a vécu jusque-là. C'est par rapport à l'argent. Quand vous parlez d'alliances, les gens se regroupent. Des alliances contre nature. Des alliances qui se font et se défont au gré des événements. Vous croyez quand le temps, les moyens qu'il faut pour faire vivre un parti politique, un vrai, pas un club électoral où à la veille d'élection on se retrouve, on fait la liste qui doit... Mais vous ne faites rien en politique sans argent. J'ai l'habitude de dire, si le président Talon doit faire une seule réforme durant c'est la réforme du système partisan et régler le problème de la provenance de l'argent. Les 3 premiers au premier tour,
c'est 3 milliardaires. Bien sûr. Dans ces conditions, si vous ne faites pas attention, les 3 premiers qu'on a eu, c'est 3 milliardaires. Vous pensez un fonctionnaire qui a travaillé, oui, il peut trouver les milliards. Donc, la question de financement est une question fondamentale. Mais si on ne sait pas la poser, on donne l'impression, il faut donner de l'argent au parti. Non, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est un instrument qu'on peut utiliser pour amener les gens à fusionner, à être ensemble, être éligibles à un tel financement parce que là où l'État met un sou, il observe la transparence. Mettre une autorité qui puisse vérifier un mandataire, un comptable. Ce n'est pas l'argent qu'on donne au chef de parti, il en fait ce qu'il veut. Non, c'est pour ça que, même là, sans même réviser la Constitution, au niveau de la charte des partis politiques, on peut déjà obtenir plein de choses, sans même réviser la Constitution, réviser la charte des partis politiques, y instaurer, en attendant la Constitution, le principe de financement public, les alliances contre nature, les buffets. Vous verrez le virus, l'alliance, les gens viennent quand vous êtes au pouvoir. Mais c'est comme ça un mouvement, d'accord. L'alliance éphémère. Mais éphémère, parce que c'est contre nature. Les gens s'entendent pour détruire, mais vous ne les verrez jamais être ensemble pour construire. Donc c'est un problème, un virus, il faut y penser. Il faut penser. Professeur Dia, est-ce que vous pensez, comme Social Watch et d'autres associations, qu'aujourd'hui, après les déclarations qu'on a attendues à l'Assemblée nationale concernant des soupçons de corruption, qu'il faudrait enquêter et mettre de la transparence dans la gestion des fonds qui auraient circulé? C'est du vent. C'est du vent. Comme le dit mon co-débatteur, l'argent et la politique dorment dans le même lit que l'amour et la jalousie. Ah bon? Oui, vous ne pouvez pas détacher la politique de l'argent et l'argent de la politique. Mais l'argent que l'on déploie ici, que l'on dénonce ici, c'est l'argent qui vous contraint à changer votre droit de votation. C'est-à-dire c'est l'argent qui vous amène l'achat de conscience, comme en direction des populations aussi. Et il le dit si bien, nous n'avons pas de parti politique, nous avons des amis politiques. Parce que dans un parti politique, il y a des adhérents, et ces adhérents-là sont appelés à cotiser. Et un parti politique se forge autour d'idées. Mais la lutte contre la corruption ne peut pas aller dans ce sens-là. La lutte contre la corruption. C'est ce que demande Social Watch et d'autres associations. La plupart de ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, il y a une partie qui ont été ministres. Oui. On a vu des gens détourner les fonds de PPA2. Non, attendez. Ah, ça c'est un constat. Allez-y. PPA2. Allez-y. On a vu beaucoup de députés détournés et beaucoup de ministres détournés qui sont devenus députés bénéficiant de l'immunité. Ils ont transformé le Parlement en un nid de délinquants en col blanc. Ils sont là. Et attendez, ils sont là. Je n'ai encore rien. Nous n'avons pas encore mené des enquêtes approfondies pour retenir leur culpabilité et les traîner devant les juridictions. On est d'accord? Et vous voulez enquêter autour de la corruption. Autour de la corruption. Supposé achat de conscience. Oui, supposé achat de conscience. Et ce n'est plus supposé parce que la voix qu'il a dit hier au Parlement, c'est une voix de sagesse. C'est une voix apaisée et elle sait de quoi elle parle. Et la rumeur, il y a toujours un grain de vérité dans la rumeur qui finit par devenir une clameur. Et elle a dit haut et fort. Maintenant, qui sont ceux qui... Donc c'est impossible? Non, c'est possible. Mais j'ai constaté que ceux qui étaient en train de créer ou proposer cette lutte contre la corruption, beaucoup sont tués. On leur a donné des postes. Ils ont cessé. ONG, Alcré et Jean-Baptiste Elias. Ça, ce n'est pas la vérité qu'on va dire. Jean-Baptiste Elias. Et aujourd'hui, c'est Social Watch seulement. Quand Social Watch aussi va trouver un poste, qui veut mener cette lutte-là contre la corruption? On ne fait que dénoncer. Les documents sont là, mais on ne veut pas, les remettre à l'autorité parce que ce qui se fait dans les intrigues de couloir, c'est un chantage politique. Résultat, ils ne disposent pas de la liberté. Le député ne dispose pas de la liberté. Vous avez vu les premières législatures, deuxième législature, troisième législature, quatrième législature, vous avez vu la qualité de ces législatures? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Oui, c'est justement parce qu'on n'a pas pensé et instauré dans la Constitution et les critères pour devenir député au Bénin. Et plus on évolue, plus la qualité des députés prend un coup. Parce que
la langue à parler à l'Assemblée, c'est le français. Je suis désolé. Non, c'est le français. Je suis désolé. On est d'accord. On peut être bachelier de député. On peut être titulaire d'un BPC député. Ce n'est pas le diplôme qui a le problème. Bien sûr. On est d'accord? Mais lorsque vous ne savez pas parler la langue de l'instrument de travail, vous ne le maîtrisez pas, vous ne pouvez pas participer au débat. Et vous ne pouvez pas opérer de bons choix. Vous ne pouvez pas voter. Et vous ne pouvez pas comprendre que quand même vous êtes mouvancier, vous pouvez contrôler l'action de ce gouvernement-là. Combien de députés font ce travail-là? C'est difficile, hein? Beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Mais aujourd'hui, face à cette déculottée entre griffes du projet de révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, quelles sont vos propositions pour qu'on quitte ce studio? C'est un déculotté, vous dites, c'est un affront total. Carrément. C'est un échec indescriptible. Mais ce que je propose, c'est que le gouvernement retire d'abord le projet. Oui, retire son projet et prenne son mal en patience, essaie de réécrire le texte dans le sens voulu par le peuple et essaie de réunir les forces vives de la nation, ou, si vous voulez, le terme que vous n'aimez pas, essaie de réunir les compétences de mon pays, qui est un océan. Je ne suis pas contre ce mot. Je le précise, essaie de réunir les têtes pensantes et pour qu'on puisse avoir un texte qui puisse recevoir l'approbation de tous. Ainsi, une fois déposé devant le Parlement, cela passerait comme une lettre à la poste. Maître Zizokwe, vous avez tout le temps martelé qu'il y a eu vice de procédure. Je vais utiliser des termes juridiques, même si je ne suis pas du domaine. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui pour que, enfin, si c'est son vœu de véritablement réviser la Constitution et de tenir une promesse électorale, que le gouvernement puisse y arriver? Non, vous savez, moi j'interviens ici en tant que sachant. Je ne peux pas dicter à un gouvernement son mode d'emploi. Non, c'est juste une proposition. Son mode d'emploi. Non, ça, je ne suis pas là pour ça. Non, vous pouvez donner votre avis. Mais le gouvernement est suffisamment outillé pour en tirer toutes les conséquences qu'il faut. Je dis, je le répète, nous avons une constitution qui a fait ses preuves de solidité, de validité, mais il y a une crise de sa procédure de révision. Il faut que là nous soyons vraiment éclairés et que le consensus national, nous sachions à quel niveau il faut l'obtenir. Là, vous vous adressez à la Cour constitutionnelle? Oui, non, c'est à tous les Béninois, notamment à la Cour constitutionnelle. Vous savez, je ne sais pas si c'est sur Radio Tokpa, il y a moins d'une semaine, hein, un profane disait, ben, chaque fois quand on vient pour réviser la Constitution, personne n'y arrive. Mais pourquoi on ne donne pas le test de révision à la Cour constitutionnelle pour qu'elle révise? C'est un profane. Il sait pas, mais c'est comme si... Ça peut se faire, ça? Non, ça ne peut. C'est une manière de dire. Vous savez, vous savez, si c'était la procédure de référendum, pas la loi organique, la Cour donne son avis. Là, déjà, une correction aurait été déjà faite. C'est pour ça que je dis, quelle que soit la procédure qu'on prend, c'est d'arriver à un niveau où nous puissions avoir l'éclairage de la haute juridiction. Ça va nous permettre de... Parce que chaque fois, si on s'arrête là au rejet, mais cette fois-ci, les lignes ont bougé un peu. On a avancé, on a écouté les uns les autres, les députés sont allés sur le terrain, ils sont allés sur le terrain, ils ont recueilli des choses. Je crois que ce n'a pas été inutile, ce qui s'est passé. Peut-être on serait allé un peu plus, on serait encore un peu plus informé. Mais ce n'est pas tard. Je crois que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit les doctrinaires, les uns et les autres, nous sommes tous là pour essayer de faire avancer notre pays, hein, et c'est le plus important. C'est vraiment le plus important, faire avancer notre pays. Personne ne le fera à notre place. Le développement du Bénin nous incombe à nous tous et donc ce n'est qu'une partie remise. Le gouvernement n'a qu'à prendre la mesure de la situation, faire les amendements si possible et quitte à revenir, on ne sait jamais, ou quitte à s'adresser à la Cour constitutionnelle pour avoir plus de claircissement sur la procédure adoptée pour que véritablement les couacs qu'il y a dans notre loi fondamentale puissent être corrigés, toujours pour notre bien-être et pour le développement du Bénin. En attendant, vivement que le gouvernement puisse mettre en œuvre son programme d'action pour le bien-être des populations, puisque nous sommes au premier anniversaire de gestion du pouvoir talon et le peuple béninois attend et espère beaucoup de ce gouvernement-là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Merci de nous avoir reçus chez vous et à très bientôt.